Il y eut un temps où regarder le ciel était un spectacle. 4 traînées blanches traversant le bleu, comme les doigts d'un géant peignant le firmament. Cette image, celle de 4 moteurs rugissant sous les ailes d'un colosse de métal, fut pendant des décennies le symbole maximum de pouvoir, sécurité et progrès. C'était la signature de la reine des cieux, le Boeing 747, et plus tard du superbe européen, l'Airbus A380. Aujourd'hui, ces géants sont en train de disparaître. Leurs dernières unités sont livrées comme des reliques et leurs silhouettes s'écartent dans des déserts d'Arizona, attendant un destin qui n'arrivera jamais. Et à leur place, volent des avions plus petits, plus silencieux, avec seulement 2 moteurs. Le paradoxe est brutal. Aujourd'hui, un avion avec 2 moteurs est plus sûr qu'un avec 4. Comment est-il possible que nous soyons passés de avoir besoin de 4 pour nous sentir protégés à ce que 2 soit l'option la plus fiable? La réponse est une histoire d'ingénierie, économie et une révolution silencieuse qui a changé pour toujours la forme dont nous volons. Commençons. L'ère où la taille était le pouvoir. Pour comprendre pourquoi les quadrimoteurs sont en train de s'éteindre, nous devons d'abord comprendre pourquoi ils sont nés. Et pour cela, il faut voyager aux années 60 et 70, une époque dans laquelle l'aviation commerciale décollait littéralement vers une nouvelle dimension. Traverse l'Atlantique, connecte des continents, rapproche le monde. Mais il y avait un problème technique et légal qui marquait le design des avions, la redoutée règle des 60 minutes. Dans ces années-là, la réglementation internationale disait qu'un avion bimoteur, c'est-à-dire avec seulement 2 moteurs, ne pouvait pas voler une route qui en aucun point ne soit à plus de 60 minutes de vol d'un aéroport alternatif. La raison ? Si l'un des 2 moteurs échouait, l'avion devait être capable d'arriver à terre ferme en moins d'1 heure avec le moteur restant. Cela signifiait que des routes comme New York-Londres, Los Angeles-Tokyo ou toute traversée océanique longue étaient interdites pour les bimoteurs. Simplement, ils ne pouvaient pas le faire. L'océan était trop large et la peur de rester sans propulsion au milieu de nulle part était trop grande. C'est pourquoi, si une compagnie aérienne voulait unir des continents, elle avait besoin d'avions avec 3 ou 4 moteurs. Le quadrimoteur n'était pas un choix esthétique, ni une question de luxe, bien que le luxe vienne après. C'était une nécessité légale et de survie. Si un moteur échouait au milieu de l'Atlantique, il en restait encore 3. Si un autre échouait, il en restait encore 2. La redondance était la police d'assurance contre l'océan infini. Ainsi naquirent des légendes comme le Boeing 747, le Jumbo Jet, avec son iconique bosse et ses 4 moteurs Pratt et Whitney pendant des ailes. Et ainsi naquit, des décennies plus tard, le défi européen, l'Airbus A380, le colosse de 2 étages et 4 moteurs, conçus pour transporter plus de 500 personnes à n'importe quel coin de la planète. C'étaient des avions qui non seulement volaient, ils dominèrent le ciel. Leur taille était leur pouvoir, et leurs 4 moteurs, la garantie qu'ils arriveraient à destination quoi qu'il arrive. La règle qui a tout changé, ETOPS. Mais alors que le 747 régnait sur les longues routes, quelque chose commençait à se préparer dans les bureaux des régulateurs et dans les hangars des fabricants. Un sigle de 5 lettres changerait l'histoire de l'aviation pour toujours. ETOPS. Ses initiales en anglais signifient Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards, ou ce qui est le même, normes de rendement opérationnel pour avions bimoteurs de longue portée. L'histoire des TOPS est l'histoire de comment la fiabilité s'est convertie en la nouvelle mesure de la sécurité. Durant les années 80, les fabricants de moteurs, spécialement General Electric, Pratt & Whitney et Rolls-Royce, commencèrent à produire des turbines beaucoup plus fiables que celles des décennies antérieures. Les taux de défaillance se réduisirent drastiquement. Un moteur moderne pouvait fonctionner des dizaines de milliers d'heures sans incident. Les régulateurs des États-Unis, la FAA, commencèrent à se demander si un moteur est si fiable, pourquoi continuer à limiter les bimoteurs à 60 minutes d'un aéroport ? Ainsi naquit le concept ETOPS. L'idée était simple. Si un fabricant démontrait, avec des données et des preuves, que ses moteurs étaient suffisamment fiables et que l'avion pouvait voler et atterrir avec un seul moteur fonctionnant durant des heures, alors on pouvait lui permettre de voler des routes beaucoup plus éloignées de tout aéroport. D'abord ce furent 60 minutes, puis 120, puis 180, et finalement, pour les avions les plus modernes, plus de 300 heures de distance d'un aéroport alternatif. Oui, tu as bien lu. Un bimoteur peut voler aujourd'hui des routes comme Sydney-Santiago du Chili qui traversent le Pacifique durant des heures sans voir la Terre parce que ces moteurs sont si incroyablement fiables que la probabilité que les 2 échouent en même temps est, littéralement, astronomique. Le changement fut radical. Soudain, la nécessité de 4 moteurs pour traverser les océans disparut. Les bimoteurs, plus petits et efficients,
pouvaient faire le même travail que les géants, mais avec beaucoup moins de combustible. La phrase qui résonne dans les salles de conseil des compagnies aériennes a changé. De j'ai besoin de 4 au cas où l'un échoue, à avec 2 c'est suffisant parce qu'il n'échoue presque jamais. La physique implacable, efficacité d'échelle. Mais la fiabilité ne fut pas la seule raison. La physique a ses propres lois et dans ce cas, la loi de l'efficacité d'échelle a joué contre les quadrimoteurs. Pour le comprendre, imagine un moteur d'avion comme une machine thermique. Il a des milliers de pièces tournant à des vitesses hallucinantes, supportant des températures qui devraient fondre le métal. Chacune de ces pièces génère une friction interne, et la friction est l'ennemi de l'efficacité. Chaque moteur génère aussi une résistance aérodynamique en coupant l'air. 4 moteurs signifient 4 sources de friction et 4 sources de résistance. Maintenant, imagine qu'au lieu de 4 moteurs relativement petits, tu mets 2 moteurs beaucoup plus grands. La surface totale exposée à l'air est moindre. La friction interne totale est moindre. Le poids total des moteurs est moindre parce que bien que chaque moteur grand pèse plus qu'un petit, 2 moteurs grands pèsent moins que 4 moteurs moyens. Et en aviation, le poids est l'ennemi numéro 1. Moins de poids signifie moins de combustible nécessaire pour se maintenir en l'air. De plus, il y a la question de la thermodynamique. Brûler du combustible dans 2 chambres de combustion grandes est intrinsèquement plus efficient que répartir la même quantité de combustible dans 4 chambres plus petites. Les pertes de chaleur, les turbulences internes, la relation surface-volume, tout favorise les moteurs grands. C'est la même raison pour laquelle un camion avec un moteur énorme consomme moins par tonne transportée que 4 fourgonnettes avec de petits moteurs faisant le même travail. La physique est implacable. 2 grands gagnent toujours contre 4 petits en efficacité. La révolution silencieuse, moteur de rêve. Et quand nous parlons de moteurs grands, nous parlons d'authentiques bêtes de l'ingénierie moderne. Prends comme exemple le General Electric GE9X, le moteur qui équipe le Boeing 777X. Sa taille est si colossale que le fuselage d'un Boeing 737 entier pourrait tenir dans sa carcasse. Son ventilateur avant, fait de fibres de carbone et titane, mesure plus de 3,5 mètres de diamètre. Et sa poussée est simplement saisissante, plus de 100 000 livres de poussée par moteur. Pour que tu te fasses une idée, 2 de ces moteurs génèrent plus de puissance que les 4 moteurs des premiers modèles du 747 ensemble. Le Rolls-Royce Trent XWB, qui propulse l'Airbus A350, ne reste pas en arrière. C'est le moteur plus efficient du monde dans sa catégorie, avec une relation de dérivation très haute qui lui permet de mouvoir d'énormes quantités d'air avec une consommation minimale. Ces moteurs ne sont pas seulement puissants, ils sont intelligents. Leurs pales sont faites de matériaux composites qui se déforment légèrement en vol pour optimiser le flux d'air. Leur système de contrôle électronique ajuste constamment l'injection de combustible pour maintenir la combustion au point optimal. Ce sont, simplement, les machines de combustion interne les plus avancées qu'a créé l'être humain. Cette révolution silencieuse, celle des moteurs de très haut bypass et des matériaux composites, est celle qui a permis que les bimoteurs non seulement égalent, mais surpassent les quadrimoteurs dans presque tous les aspects. Et ils l'ont fait sans renoncer à la sécurité, bien au contraire. La probabilité d'une défaillance catastrophique dans un vol commercial aujourd'hui est si basse qu'elle en devient presque non pertinente. Le ciel, simplement, n'a plus besoin de 4 moteurs pour être sûr. L'ennemi numéro 1, le poids mort. Mais si la physique et la fiabilité ont aplani le chemin, ce fut l'économie qui a signé la sentence de mort des quadrimoteurs. Et ici entre en jeu un concept clé, le poids mort. Un avion comme l'Airbus A380, avec ses 4 moteurs colossaux, est conçu pour une situation très concrète, le décollage avec un moteur défaillant. Cela signifie que durant le décollage, la puissance totale installée est très supérieure à la nécessaire, précisément pour couvrir cette éventualité. Mais une fois en l'air, en vol de croisière, l'avion a seulement besoin d'une fraction de cette puissance. Le reste du temps, il charge avec le poids de moteur qu'il utilise à peine. C'est du lest, pur et dur. Un bimoteur moderne, en revanche, a une relation beaucoup plus ajustée entre la puissance nécessaire pour le décollage et la puissance nécessaire pour la croisière. Les moteurs travaillent plus près de leur pointe optimale d'efficacité durant plus de temps. Et quand l'un échoue, l'autre est conçu pour fournir suffisamment de poussée pour maintenir le vol de forme sûre, mais ce moteur extra de puissance n'est pas présent tout le temps comme poids mort, c'est une capacité qui s'active seulement en urgence. Le résultat est un avion plus léger, qui consomme moins de combustible par kilomètre volé et par passager transporté. Le compte qui ne pardonne pas, maintenance et opération. Ensuite, il y a le compte de l'atelier.
Maintenir un avion de 4 moteurs est, au bas mot, le double de cher que d'en maintenir un de 2. Chaque moteur a son propre système de lubrification, ses propres capteurs, ses propres pièces mobiles qui s'usent et doivent être révisées. Chaque certain nombre d'heures de vol, les moteurs passent par des ateliers où ils sont démontés, inspectés et réparés. Avec 4 moteurs, ces visites à l'atelier sont le double de fréquentes, et le coût des pièces de rechange se multiplie. De plus, il y a la probabilité de défaillance. Nous ne parlons pas de défaillances catastrophiques, qui sont extrêmement rares, sinon de petits incidents. Un capteur qui donne une lecture erronée, une valve qui ne se ferme pas bien, une fuite d'huile minime. Plus il y a de moteurs, plus il y a de capteurs, plus de valves, plus de systèmes hydrauliques, et par conséquent, plus de probabilité que quelque chose de petit échoue et retarde un vol. Et un vol retardé avec 500 personnes à bord est un cauchemar logistique et économique pour toute compagnie aérienne. L'Airbus A380, malgré le fait d'être une merveille technique, a souffert de ce problème. Les compagnies aériennes qui l'opéraient avaient besoin d'une occupation très haute pour rendre rentable chaque vol, et cela était difficile à obtenir. De plus, les coûts de maintenance étaient si élevés que beaucoup d'opérateurs préférèrent retraiter leur A380 avant ce qui était prévu, même quand ils avaient encore de la vie utile devant eux. Le marché a parlé et a dit clairement « non, merci ». Le modèle d'affaires a changé, fragmentation versus concentration. Mais il y a un changement encore plus profond, qui a à voir avec la stratégie des compagnies aériennes. Durant des décennies, le modèle dominant fut celui du hub et spoke, centre et rayon. Quelques rares aéroports gigantesques concentrèrent des vols du monde entier et depuis là, ils se distribuaient vers des destinations plus petites. Pour cela, les avions géants de 4 moteurs étaient parfaits. Ils amenaient des centaines de passagers d'un seul coup au hub central. Aujourd'hui, la tendance est le contraire. La fragmentation point à point. Les compagnies aériennes préfèrent connecter des villes moyennes directement sans passer par un grand hub. Un passager de Manchester veut voler direct à Orlando, pas faire escale à Londres. Un voyageur de Barcelone veut aller direct à Boston, pas passer par Madrid ou Paris. Pour cela, les avions bimoteurs de taille moyenne, comme le Boeing 787 Dreamliner ou l'Airbus A350, sont idéaux. Ils peuvent voler des routes longues, consomment peu et se remplissent avec une relative facilité. Il est plus rentable pour une compagnie aérienne de remplir 2 avions moyens avec 250 passagers chacun que de risquer de ne pas remplir un géant de 500. La flexibilité qu'offrent les bimoteurs permet d'ajuster l'offre à la demande de forme beaucoup plus précise. Si une route ne fonctionne pas, on peut changer l'avion pour un autre plus petit sans grand trauma. Avec un A380, en revanche, si la route ne fonctionne pas, le désastre économique est assuré. Le problème des ailes est l'ingénierie extrême. Bien sûr, ce pari pour les bimoteurs n'a pas été exempt de défis. Pour être efficient, les avions bimoteurs ont besoin d'ailes énormes, avec une grande surface et une envergure qui améliorent la sustentation et réduisent la consommation. Mais les ailes énormes ont un problème, elles ne tiennent pas dans les portes d'embarquement des aéroports standards. La solution est l'une des merveilles de l'ingénierie moderne, ailes pliables. Le nouveau Boeing 777X, par exemple, a des ailes si longues qu'elles dépassent les limites de ce qu'accepte la majorité des aéroports. Pour le solutionner, les ingénieurs ont conçu des pointes d'ailes qui se plient vers le haut après l'atterrissage, comme les ailes d'un avion de combat sur un porte-avions. À terre, l'avion occupe moins d'espace et peut manœuvrer dans les terminaux sans problème. En vol, les pointes se déploient et fournissent l'envergure nécessaire pour l'efficacité. Cette solution est la preuve définitive de jusqu'où sont disposés à arriver les fabricants pour éviter de revenir aux 4 moteurs. Ils préfèrent concevoir des ailes qui se plient, avec toute la complexité mécanique que cela implique, avant que d'accepter qu'un quadrimoteur pourrait être une option viable. Le message est clair, la bataille est perdue pour les géants de 4 moteurs. L'adieu à une ère, adieu à la personnalité. Et cependant, il y a quelque chose de triste dans tout cela. Le ciel est en train de devenir un lieu plus homogène, plus ennuyeux. Il y eut un temps où n'importe quel passionné pouvait identifier un avion à des kilomètres de distance seulement par sa silhouette. La bosse du 747 était inconfondible. Les 2 étages de l'A380 avec son nez arrondi aussi. Le MD-11 avec son 3e moteur dans la queue était une rareté précieuse. Chaque avion avait une personnalité, un caractère, une signature visuelle qui le rendait unique. Aujourd'hui, si tu n'es pas un expert, il est difficile de distinguer un Airbus A350 d'un Boeing 787. Les deux sont des tubes blancs avec 2 moteurs sous des ailes en flèche,
des fenêtres en forme de larmes et des nez plus ou moins semblables. La diversité s'est sacrifiée sur l'autel de l'efficacité. Et bien qu'il soit difficile d'argumenter contre le progrès, il est inévitable de ressentir une certaine nostalgie pour ces temps où l'ingénierie défiait le ciel avec force brute et audace, quand la taille était la mesure du succès et 4 moteurs étaient le symbole que l'être humain avait dompté l'océan. Le futur, les multiples moteurs reviendront-ils ? Mais l'histoire ne se termine pas ici. L'aviation est au bord d'une nouvelle révolution, celle de la propulsion électrique et de l'hydrogène. Et curieusement, cette révolution pourrait ramener les multiples moteurs. Les batteries sont lourdes, très lourdes. L'hydrogène, bien que léger en poids, occupe beaucoup de volume et a besoin de réservoirs cryogéniques énormes et lourds. Distribuer ce poids de forme optimale dans un avion n'est pas tâche facile. L'une des solutions que sont en train d'explorer les ingénieurs est de répartir la propulsion dans de multiples petits moteurs le long des ailes. Au lieu de 2 ou 4 turbines énormes, nous pourrions voir des avions avec 6, 8 ou même 10 petits moteurs électriques ou d'hydrogène distribués le long du bord d'attaque. Cela permettrait une distribution plus uniforme du poids, un meilleur contrôle du flux d'air sur les ailes et une redondance encore plus grande que celle des actuels bimoteurs. Imagine un avion silencieux, propre, qui émet seulement de la vapeur d'eau avec une file de petits moteurs bourdonnant le long de ses ailes. Ce serait une esthétique complètement nouvelle, mais aussi un retour, en quelque sorte, à l'idée que beaucoup de moteurs peuvent être meilleurs que peu. Cela dit, ces moteurs ne rugiront pas comme ceux d'autrefois. Ils seront silencieux, efficients et voleront avec une douceur que les passagers ne remarqueront même pas. Peut-être, d'ici quelques décennies, le ciel se remplira à nouveau de multiples traînées, bien que cette fois, elles ne seront pas de condensation, sinon de vapeur. Peut-être que l'ère des 2 moteurs est seulement une étape de transition vers une nouvelle ère de géants, mais des géants silencieux et propres. En attendant, il nous reste le privilège d'avoir vécu l'époque où le combustible se convertissait en tonnerre et le rugissement de 4 moteurs était la bande sonore du progrès. Et maintenant, je veux te connaître toi, qui es arrivé jusqu'ici. Comme passager, que préfères-tu ? L'efficacité, l'écologie et les prix plus bas que nous offrent les bimoteurs actuels ? Ou serais-tu disposé à payer un peu plus pour ressentir à nouveau la vibration et la montée imparable d'un géant de 4 moteurs, même si c'est de temps en temps ? Crois-tu que l'hydrogène et l'électricité nous rendront l'esthétique des multiples moteurs, ou sommes-nous en train d'assister à un adieu définitif à l'ère des colosses ? Les choses ont changé pour toujours.